Hello, hello. Bismillah. Donc, on va commencer à résoudre les problèmes relatifs au régime variable. Donc, on va commencer par le premier exercice. Un condensateur et une bobine en dérivation en parallèle. On va lire l'exercice et après, on va commencer à résoudre. On maintient une tension alternative efficace de 1 volt et de pulsation 15 000 radians par seconde aux bornes d'une self pure. La self, elle est là. Et la self a une valeur L, qui est l'inductance de 1 milliampère. Super. Cette self est montée en dérivation avec un condensateur de capacité C. Donc, voici le condensateur. Le tout, okay, est monté en dérivation avec une tension alternative ici, U, et je vous ai donné U. Super. La première question, donnez l'expression complexe de l'impédance de la self. On sait que l'impédance de la self, c'est l'impédance complexe. Donc, je l'appelle ZL tilde. Par définition, ZL tilde va être la tension aux bornes de la self, UL tilde, divisé par le courant qui traverse la self ou la bobine, I tilde. Je parle des courants complexes et des tensions complexes. Vous avez un excellent cours, donc si vous ne vous rappelez pas, allez à votre cours que votre prof vous a donné, Dr Ndao. Donc, il est excellent et il y a tous les détails. On en a déjà parlé, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, l'impédance complexe de la self, c'est la tension U au bord de la self, divisé par le courant IL qui parcourt la self. Hein? Très bien. Par définition, si vous vous rappelez, on a déjà démontré ça, c'est JL oméga. Donc, c'est ça, en fait, l'impédance complexe de la self. Okay? C'est un imaginaire pur, et ça, je peux l'écrire comme étant L oméga en forme exponentielle de J, puis sur 2. 2. Donner l'expression complexe de l'impédance du condensateur ZC. ZC est l'impédance du condensateur. Vous l'avez déjà démontré en classe et on l'a déjà démontré en TD. C'est la tension complexe au bord du condensateur divisé par le courant complexe qui parcourt le condensateur. Et on sait que par définition, c'est 1 sur JC oméga. Comme on l'a déjà démontré en classe, qui n'est rien d'autre que moins J sur 1 sur C oméga. Moins J sur 1 sur C oméga. Si je veux l'écrire en tension complexe, j'aurai 1 sur C oméga exponentielle de moins J puis sur 2. Super. OK? Donc, L oméga ici, c'est ça qu'on appelle l'impédance réelle, qui est le module de l'impédance complexe. C'est ça qu'on appelle l'impédance réelle, et c'est L oméga, si c'est pour une bobine. Si c'est pour un condensateur, l'impédance réelle, ZC tilde, qui est le module de ZC tilde, ça c'est ZC, ça c'est 1 sur C oméga. OK? Super. Maintenant, juste en rappel, ça c'est le module. Le module me donne l'impédance réelle. Vous vous rappelez que l'impédance réelle, ça veut dire que la valeur maximale UC max divisée par la valeur du courant maximal qui traverse le ratio me donne l'impédance réelle. C'est aussi égal au ratio des valeurs efficaces. UC efficace divisé par IC efficace. Pardon,
Je parle de L ici. Ah, ça c'est L. Ça c'est L. Super. Et ça, comme on l'a dit, c'est U max. C'est divisé par I max. C'est la même chose que UC efficace divisé par IC efficace. Bien. Ça, c'est ça qu'on appelle l'impédance réelle, qui est le module de l'impédance complexe. Maintenant, autre chose, ça c'est des rappels de courant. Vous avez déjà résolu les deux questions. Ça c'est ZL et ça c'est ZC. On a déjà résolu les deux questions. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire là, c'est juste des rappels de cours. Maintenant, c'est quoi la phase ici? Cette phase-là. Cette phase-là, c'est la différence de phase entre phi V et phi I. Phi U moins phi U. Okay? Phi U moins phi I. Et ça, pour une bobine, c'est pi sur 2. Donc, vous vous rappelez que pour une bobine, U est en avance de phase par rapport à I. Ça veut dire que I est en retard de phase par rapport à U. Mais pour un condensateur, phi U moins phi I, c'est moins pi sur 2. Pour un condensateur, U est en retard par rapport à I et I est en avance par rapport à U. Bon, ça c'est juste des rappels. Okay? Donc l'impédance complexe nous donne deux très importantes informations. La première, c'est l'impédance réelle. La deuxième, c'est le déphasage. OK? Super. OK. Maintenant, on déduire l'expression de l'impédance complexe équivalente du circuit. C'est quoi l'impédance complexe équivalente? Vous voyez ici que j'ai une bobine qui est en parallèle avec une capacité ou un condensateur. Donc, Z équivalent, c'est ZL parallèle ZC. N'oubliez pas les tildes pour dire qu'on a des impédances complexes. Donc, vous savez que quand j'ai deux composantes électriques en parallèle, les impédances se combinent comme ça. 1 sur Z équivalent, 1 sur ZL ici, plus 1 sur ZC. Donc ça veut dire que Z équivalent complexe, c'est le produit ZL, ZC divisé par la somme ZL plus ZC. Donc Z équivalent, ce que je cherche, c'est égal à combien? C'est quoi ZL? On en a déjà parlé. C'est J L oméga. C'est quoi ZC? On en a déjà parlé. 1 sur J C oméga. Donc c'est ça le numérateur. Et le dénominateur, c'est la somme. Donc ça va faire J L oméga moins J 1 sur C oméga. Donc, on va s'occuper du numérateur. J et J va disparaître. Donc, j'aurai L oméga sur C oméga. Puis, vous voyez que le oméga oméga disparaît. Et là, j'aurai 1 sur J. Et là, j'ai quoi? L oméga moins 1 sur C oméga. OK. Donc, je peux aller plus loin encore. Donc, je vais dire que c'est égal à quoi? Je vais multiplier ici par L. Ici, j'aurai J.
Et j'aurai ici quoi? L, c'est oméga moins 1 sur oméga. C'est bien ça? OK? Super. Donc, ce J là, je le monte, fait monter. Donc, j'ai moins J. Et le oméga, je vais le faire monter aussi. J'aurai L oméga. Et au dénominateur, j'aurai LC oméga au carré. Donc, LC oméga au carré moins 1. J'aime pas ce moins-là. Donc, je le fais rentrer à l'intérieur. Donc, j'aurai J, L oméga, 1 moins LC oméga au carré. Donc, c'est ça Z équivalent. C'est un imaginaire pur et il s'écrit comme ça. OK? Très bien. On est tous d'accord? Donc, je vais le réécrire ici en bleu. Z équivalent complexe CJ. Au numérateur, j'ai L oméga. Et au dénominateur, j'ai 1 moins LC oméga au carré. Super. Donc, ça, c'est Z équivalent. Donner l'expression de l'impédance équivalente réelle Z et la phase phi. Donc, si je veux l'impédance équivalente réelle et la phase phi, comme je l'ai déjà écrit, donc l'impédance équivalente réelle, je vais l'appeler Z, c'est le module de l'impédance complexe équivalente. Donc, c'est quoi le module ici? Le module va être L oméga divisé par la valeur absolue de 1 moins LC oméga au carré. C'est ça le module de ce nombre imaginaire-là, qui est mon impédance complexe. Donc, le module, ça, c'est l'impédance réelle équivalente. On est d'accord? Super. Et ça nous donne, comme je l'ai dit, U efficace divisé par I efficace. C'est-à-dire que cette valeur de U efficace-là que j'ai fixée, je divise ça par le I efficace, j'aurai automatiquement cette impédance équivalente réelle qui dépend de oméga. En d'autres termes, I efficace va être égal à combien? Ça va être U efficace qui est égal à 1 volt d'après le problème, divisé par Z. Okay? Et Z étant ça, L oméga divisé par valeur absolue de 1 sur LC oméga au carré. Super. En étude de la phase, la phase va dépendre du signe de ce nombre-là. La phase va dépendre du signe de ce nombre-là. Que vous voyez? En réalité, ça, c'est toujours positif. Donc, la phase va dépendre du signe du dénominateur. OK? Si 1 moins LC oméga au carré est positif, la phase va être plus pi sur 2, qui est plus 90 degrés. Est-ce qu'on est d'accord? Super. Si 1 moins LC oméga au carré est négatif, donc ça veut dire que c'est un imaginaire pur, mais bon, la valeur imaginaire, la partie imaginaire est négative. Donc, phi va être moins pi sur 2, qui est moins 90 degrés.
OK? Et je vous ai déjà dit que la phase, c'est le déphasage entre la tension et le courant I. C'est le déphasage entre cette tension-là et ce courant-là. OK? Donc, la phase dépend du signe du dénominateur. Très bien. Donc, montrez que si le condensateur est monté en dérivation aux bornes de la self, alors sa capacité C0 vérifie la relation suivante. Cette relation-là. Quand l'intensité du courant est nulle dans le circuit principal, on va déduire la valeur numérique de la capacité C0. Et je vous donne une petite remarque ici. L'intensité du courant dans le circuit général est nulle si son impédance réelle Z tend vers l'infini. Super. Donc ici, je veux en réalité que I efficace, qui est le courant efficace qui entre dans le circuit principal ici, soit 0. En réalité, ça arrive quand on est à la résonance. Hein? Okay. À la résonance, en fait, on aura une inductance en parallèle avec une self et ils vont échanger de l'énergie. Énergie magnétique, énergie électrique et vice-versa. Donc, on va dire, ça va se comporter comme un oscillateur non amorti. Okay? Donc, je veux que I soit égal à 0, mais vous vous rappelez I, on l'a déjà écrit ici. I efficace, c'est U efficace qui est égal à 1 volt divisé par Z. Donc, si je veux que I efficace soit 0, normalement, ce Z-là, qui est mon impédance réelle équivalente, doit tendre vers l'infini. Donc, I efficace est égal à 0, ça veut dire que Z, qui est le module de Z équivalent, doit tendre vers l'infini. Et c'est ça la remarque que je vous ai donnée tout de suite. Et ça fait sens, OK? On en a déjà parlé. Donc, je veux que Z qui est égal à L oméga divisé par valeur absolue de 1 moins LC oméga au carré. Je veux que cette valeur-là tende vers l'infini. Pour que cette valeur tende vers l'infini, il faut que le dénominateur tende vers 0. Okay? Ça, c'est un nombre, et ce dénominateur-là peut s'annuler. Donc, pour que ça tende vers 0, la condition, c'est que 1 moins LC0 oméga au carré, il faut que ça soit égal à 0. Okay? Et c'est ça la condition. Et ça me donne que C0 va être 1 sur L oméga au carré. Donc, c'est ça C0. 1 sur L oméga au carré. Donc, c'est cette condition-là qui fait que je suis en résonance. Donc, on va calculer C0. Donc, on l'a déjà dit. C0, c'est 1 sur L oméga au carré. Donc, c'est 1 sur L, c'est quoi? 1 millihenri, donc 10 moins 3 henri. On met tout en M international. Multiplié par oméga 0, oméga carré. Oméga, c'est 15 000 au carré. Donc, si on fait le calcul, on trouve C0, 4,44, 10 moins 6 farad. Donc, C0, c'est 4,44 microfarad. Donc, ça, c'est la valeur numérique de la capacité C0 pour que je sois en résonance. Donc, on va revoir un peu ce qui se passe en fait. Ici, en résonance, on a 1 moins LC oméga carré qui est égal à 0. Si je réécris ça, ça veut dire que L oméga
va être égal à 1 sur C oméga. Donc, vous voyez que ici, les deux impédances réelles, en gros, ici, on a ZL égale à ZC. OK? Super. Donc, ils vont s'annuler, en fait. Donc, ils ont la même réactance. OK? Donc, à la résonance, les courants dans L et C ont la même amplitude, mais sont opposés en phase. Ainsi, le courant total devient nul. Et le courant total devenant nul, l'impédance devient infinie. Physiquement, ce qui se passe, c'est que l'énergie oscille entre sa forme magnétique et sa forme électrique. Donc, dans ma bobine L, dans ma self L, j'ai de champ magnétique. L'énergie est stockée sous forme de champ magnétique. Et elle oscille entre cette forme magnétique à la forme électrique dans ma capacité, mais ça reste confiné dans ces deux composants. Elle ne sort pas. Donc, pour ça, le courant I dans le principal est zéro. Donc, il n'y a pas de dissipation d'énergie dans le circuit. J'ai juste on va dire, une continuelle transformation d'une forme d'énergie magnétique vers une autre forme d'énergie électrique entre la capacité et la celle. OK, on passe au second exercice. Donc, pour cet exercice, on a un régime variable. Donc, on va lire l'exercice et le résoudre rapidement. On l'a déjà résolu en place. Donc, on vous donne le circuit ci-dessous, alimenté par une tension sinusoïdale et la tension est donnée. Première chose, je vais transformer cette tension en tension complexe. Donc, si je la transforme en tension complexe, j'aurai quoi? U complexe, U tilde, ça va être U max, J 0. On est d'accord? Voilà. La phase ici, c'est 0, OK? Donc, ça, c'est ma tension complexe. Super. La pulsation est telle que, donc je choisis une pulsation bien définie. La pulsation est telle que oméga est égal à 1 sur RC. Super. Première question, calculer l'impédance d'entrée ZE. Il faut regarder le circuit. Donc ici, j'ai une tension complexe, U tilde. J'ai un courant complexe, I tilde. Maintenant, c'est ça, mon circuit. Et je veux que vous calculez la tension, l'impédance complexe, U tilde divisé par I tilde. Donc, en fait, ça, c'est juste l'impédance complexe équivalente. Donc, je vous demande, c'est quoi l'impédance complexe équivalente à ce circuit-là? OK, il faut faire très attention. Vous voyez que ce C-là est en série avec la résistance. Donc, j'ai une capacité en série avec une résistance et les deux combinés en série sont en parallèle avec une autre capacité. Vous voyez? Super. Donc, Z équivalent. En série, j'ajoute les impédances. Donc, ça va être ZR plus ZC, complexe bien sûr. Et le tout va être en parallèle avec ZC. OK. Vous vous rappelez, c'est quoi ZR? ZR, c'est juste R. Une résistance est purement réelle. Donc, ça, c'est R exponentielle de J0. C'est juste R. Et ZC, c'est moins 1 sur C oméga. Donc, je vais les ajouter ici. Donc, j'aurai R moins J sur
1 sur C oméga. Et c'est ça qui est en parallèle avec ZC. Et ZC, c'est quoi? On vient de le dire, moins J sur C oméga. Donc, c'est ça que je dois calculer. Maintenant, au lieu de me jeter dans les calculs, je vais utiliser ce qu'on sait déjà. On sait déjà que oméga est égal à 1 sur RC. Ça veut dire que R est égal à 1 sur C oméga. Donc, là où j'ai 1 sur C oméga, je le remplace par R. On va faire ça. Donc, ici, j'aurai R. 1 sur C oméga va être moins RJ parallèle à moins RJ. Vous voyez? Super. OK, donc ce que je vais faire ici, je sais que j'ai cette impédance-là en parallèle avec cette impédance-là, deux impédances en parallèle, produit divisé par la somme. Donc le produit, c'est quoi? Je mets R en facteur commun, donc j'aurai R en facteur commun ici et R en facteur commun, j'aurai R au carré, et j'ai 1 moins J multiplié par moins J. Ça, c'est le produit divisé par la somme. C'est quoi la somme? Well, la somme, je vais mettre R en facteur commun. Donc, j'ai 1 moins J moins J. Est-ce que c'est clair? Super. Donc, je simplifie par R. Ça fait sens. J'ai un R. Ouais, c'est une impédance. Donc, ça doit être dimensionnellement une résistance. Donc, au numérateur, j'aurai moins J, moins 1. Moins J moins 1. Et au dénominateur, j'aurai 1 moins 2J. OK, super. Vous vous rappelez, je ne veux pas de complexe au dénominateur, donc je multiplie par le complexe conjugué. Donc Z équivalent, ça va être quoi? R moins 1 moins J divisé par 1 moins 2J. Mais je veux me débarrasser des complexes au dénominateur, donc je vais multiplier par quoi? Par le complexe conjugué du dénominateur. Donc j'aurai 1 plus 2J, et là, je multiplie en haut et en bas par 1 plus 2J. Comme vous faisiez en terminant. Si vous avez une calculatrice aussi, elle peut vous faire le calcul rapidement. OK, donc vous savez comment me faire ça. Donc Z équivalent complexe, qui est l'impédance d'entrée, va être égal à R divisé par 5, 1 moins 3J. Donc c'est ça le résultat final. R divisé par 5 multiplié par 1 moins 3J. Donc je vais l'écrire ici. Ça, c'est R divisé par 5, qui est 0,2 R, 1 moins 3J. Et c'est ça l'impédance d'entrée. Vous l'écrivez, vous le démontrez, et c'est bon. Super. Maintenant, on va regarder la deuxième question, qui est calculer la puissance complexe fournie par le générateur. Je vous donne la formule. La puissance complexe fournie par le générateur, c'est 1 demi de U complexe, qui est le U complexe ici, multiplié par le complexe conjugué de I. Okay? Multiplié par I complexe, mais il ne faut pas oublier le conjugué. OK? Cet état-là, ça veut dire complexe conjugué. Donc, il faut faire attention. Si vous ne faites pas le complexe conjugué, vous allez avoir un mauvais résultat. Donc, quand je multiplie des grandeurs complexes, notamment dans la puissance, je dois prendre le premier terme multiplié par le complexe conjugué du deuxième. OK. OK. Euh, donc, c'est bon. Donc, on va le calculer. Ça va faire 1 demi. C'est quoi U? On l'a déjà écrit.
U, c'était quoi? C'était U max exponentielle de J0. Maintenant, je veux calculer I et je prends le complexe conjugué. Comment on calcule I? Bon, je vais utiliser ça. Je sais que I complexe, ça va être U complexe divisé par ZE équivalent complexe. Je connais U. Okay? On a déjà écrit U complexe. U complexe, c'est juste UM, exponentielle de J0. Okay? Donc ça, c'est UM divisé par Z équivalent complexe. C'est quoi Z équivalent complexe? On l'a déjà calculé d'ailleurs. Z équivalent complexe, c'est R sur 5, 1 moins 3J. On l'a déjà calculé. Donc, c'est ça, I. Donc, ça veut dire que I complexe conjugué, c'est UM qui est un réel. Donc, le complexe conjugué, c'est juste UM, divisé par R divisé par 5, 1 plus 3J. N'oubliez pas ce plus-là. C'est à cause du complexe conjugué. Donc, ça, je vais venir maintenant et je vais l'insérer ici. Donc, j'aurai 1 demi UM qui est U et je multiplie par un autre UM, donc j'aurai UM au carré et je divise par R sur 5, 1 plus 3J. Est-ce qu'on est d'accord? Super, on est d'accord. Donc, si je joue avec ça et je fais le calcul, bon, en fait, ce que je dois faire, c'est que je dois juste multiplier en haut et en bas par le complexe conjugué de 1 plus 3J. Si vous avez une calculatrice qui vous fait ce calcul, vous le faites. 1 moins 3J au numérateur et au dénominateur, j'aurai aussi 1 moins 3J. Donc, la puissance complexe va être 1 demi, UM au carré. Donc, je vais faire ce calcul-là. Ça va me faire, j'aurai au numérateur 1 moins 3J. On est tous d'accord. Et au dénominateur, j'aurai R sur 5 multiplié par ça me fait 10. Donc, ça me fait 1 demi. C'est UM au carré, 1 moins 3J. Et j'aurai un 2R ici. En d'autres termes, la puissance complexe, ça va être UM au carré divisé par 4 R, 1 moins 3J. On est tous d'accord avec ça? Yes. Donc ça, c'est la puissance complexe fournie par le générateur. OK. Donc, on déduire la puissance réelle fournie par le générateur. La puissance réelle, c'est la partie réelle. Donc, la puissance réelle, PF, c'est la partie réelle de la puissance complexe fournie. Donc, la partie réelle, c'est juste UM au carré divisé par 4R. Donc, ça, c'est la puissance réelle. La puissance réelle, c'est UM au carré divisé par 4R. Super. Est-ce que c'est bon? OK. Maintenant, la troisième question, c'est calculer la tension de sortie, US. Comment on fait pour calculer la tension de sortie US? Si vous voyez bien, ce qui se fait ici, c'est que j'ai appliqué une tension d'entrée U et je le divise entre ce condensateur et cette résistance. Donc, je vais utiliser le principe diviseur de tension. Donc, US est la
tension de sortie complexe, ça va être égal à U, qui est la tension d'entrée là. Okay? Et on connaît que U, on en a déjà parlé, c'est UM. Maintenant, on va utiliser le principe du diviseur de tension. Donc, ça va être ZR divisé par ZR plus ZC. Okay? J'espère que vous vous rappelez du diviseur de tension et du diviseur de courant. Donc, ici, on va utiliser le diviseur de tension. Donc, US va être égal à combien? OK, US sera juste U et U max. ZR, c'est R, divisé par ZR moins ZC, ça veut dire R moins J 1 sur C oméga. En d'autres termes, ça va me faire UM, R, et en bas, j'aurai R moins RJ, parce que vous vous rappelez que 1 sur C oméga, c'est R. Donc, je simplifie par R. La tension de sortie, c'est U max, divisé par 1 moins J. Et c'est ça la tension de sortie complexe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Et on l'écrit bien. Le problème, c'est que j'aime pas les complexes au dénominateur. Donc, je multiplie en haut et en bas par le complexe conjugué. Ou vous utilisez votre calculatrice pour faire ce calcul rapidement. Donc, la tension de sortie US, je fais le calcul. Ça me fait UM divisé par 2 multiplié par 1 plus J. Vous faites le calcul correctement et c'est ça le résultat. Je l'écris ici. UM divisé par 2, 1 plus J. Donc, c'est ça US. Maintenant, calculer la puissance complexe reçue par la résistance. Donc, la puissance complexe, c'est ça. C'est R, 1 demi de US, multiplié par le complexe conjugué de I'. I' étant le courant qui passe par la résistance. Donc, on connaît US d'abord, on vient de le calculer. Maintenant, on doit calculer I'. Bon, on va utiliser la loi d'Ohm. I', qui est le courant qui traverse la résistance, en complexe, bien sûr, ça va être US complexe divisé par ZR complexe. En d'autres termes, I' va être UM divisé par 2, 1 plus J, et je vais diviser par ZR qui est juste R. Donc, c'est ça I', et qui est US divisé par R. Le US, c'est ça, et je divise par R. Mais dans ma formule, j'ai le complexe conjugué. Donc, je dois prendre I' étoile. Donc, I' étoile, ça me fait UM divisé par 2R, 1 moins J. Ça, c'est le complexe conjugué. Donc, maintenant, si je veux calculer la puissance reçue par la résistance, je dois prendre ce US et je le multiplie par le complexe conjugué de I'. Est-ce que c'est clair? Super. Donc, je vais l'écrire. Donc, je l'écris d'une façon beaucoup plus claire. Donc, la puissance complexe reçue, c'est 1 demi de U', non, US, pardon, complexe, multiplié par I' complexe conjugué. En d'autres termes, j'aurai 1 demi. US, on a déjà écrit ça. C'est UM divisé par 2, 1 J, multiplié par I' complexe conjugué. On a déjà écrit ça. C'est UM divisé par 2R, 1 moins J. Donc, je dois faire ça. Donc, ça me fait combien? Donc, ça me fait UM au carré divisé par 8R
Et ici, j'aurai 1 plus J multiplié par 1 moins J. Ça me fait 2. Et ça me fait UM au carré divisé par combien? Par 4R. Surprise. Et un nombre réel. OK. Donc, la puissance reçue, comme on a dit, c'est UM au carré divisé par 4R. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la puissance réelle fournie par le générateur, c'est UM au carré divisé par 4R. Et la puissance reçue, c'est égal à UM carré divisé par 4R. Donc, la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance reçue réelle. Je parle de la puissance réelle, OK? Donc, ces deux puissances réelles sont égales. La puissance réelle fournie par le générateur est égale à la puissance réelle reçue par la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le condensateur ne consomme pas d'énergie réelle. Le condensateur ne dissipe pas de puissance réelle. Le condensateur échange juste de l'énergie avec le système. Okay? Donc, le condensateur ne consomme pas de la puissance réelle. Il ne fait qu'accumuler et restituer l'énergie. Les condensateurs n'absorbent pas d'énergie réelle, mais échangent de l'énergie de manière réactive. Donc, ici, les parties réelles sont dues à la résistance et tout ce qui est réellement fourni comment on appelle ça, par le générateur est effectivement absorbé réellement par la résistance. Les condensateurs ne consomment pas de l'énergie réelle. Les condensateurs échangent de l'énergie de manière réactive. Okay? Donc, la puissance réelle fournie par le générateur est égale à la puissance réelle dissipée par la résistance. Super. Donc, on commence le prochain exercice. Donc, on en a fini avec cet exercice. Donc, maintenant, on va passer au prochain. Cet exercice est très intéressant. Je vous laisse le résoudre par vous-même. C'est un circuit RLC en série. Et il est très intéressant du fait qu'en fait, ici, on va dire, une FM continue, mais on a un régime transitoire. Okay? Donc, je vous laisse écrire l'équation différentielle, écrire l'équation caractéristique, en déduire la tension U aux bornes de la kappa et le courant I qui circule sur mon circuit série. Et après, calculer la constante de temps, voir quel régime on est. Bon, je crois que si vous faites le calcul et surtout si vous essayez de voir ce que vous avez fait en cours, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a comment on appelle ça encore, un régime oscillatoire amorti. Okay? Si je ne me trompe pas, ouais. Donc, vous allez avoir une oscillation avec une enveloppe exponentielle, on va dire, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, essayez de le faire par vous-même et aidez-vous du cours. Comme je vous l'ai dit, le cours est très bien fait et voilà, vous en profitez pour vous exercer sur ça. Donc, je vais passer à cet exercice-là, qui est l'exercice 2.4. Donc, on va lire l'exercice et on va le résoudre. Donc, l'exercice 2.4, représentation, pardon, régime sinusoïdal RC en série, représentation de Fresnel du circuit. OK, bon, vous voyez ici, là, je vais prendre le stylo. Donc, j'ai un circuit RC en série. OK? Le courant I traverse dans ce sens-là. Évidemment, I est égal à IR est égal à IC en série. Et ça, c'est UC
c'est la tension aux bornes de ma capa ou de mon condensateur. Et ça, c'est UR, c'est la tension aux bornes de ma résistance. Et U, comme vous le voyez, c'est la tension aux bornes des deux en série. Donc, U, c'est juste UR plus UC. Okay? Et ça, c'est valable à n'importe quel temps. Et vous allez voir que les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas. Okay? Les valeurs temporelles s'ajoutent, les valeurs exponentielles s'ajoutent, mais les valeurs efficaces, évidemment, ne s'ajoutent pas. OK. On va résoudre le problème de deux façons. Premièrement, la première façon, c'est la représentation de Fresnel ou Fresnel. Fresnel. La deuxième façon, c'est utiliser les nombres complexes. OK? Chacun a des avantages et des inconvénients, mais les deux se valent strictement. Donc, on va commencer par la représentation de Fresnel. Donc, pour ce circuit, on va construire UR vecteur, UC vecteur et U vecteur. Bon, ça, on en a déjà parlé en cours, je veux dire en TD, et votre prof vous en a déjà parlé en cours. Quand j'ai UR vecteur, donc ça, c'est la notation vectorielle. La représentation de Fresnel, c'est la représentation vectorielle. OK? Super. Donc, mes grandeurs sinusoïdales, je les représente sous forme de vecteurs. Donc, UR, c'est un vecteur. C'est quoi l'amplitude de UR? Bon, je vais dire que UR est égal à RI. Ça, c'est les valeurs efficaces. Je peux les prendre U comme valeur efficace, I comme valeur efficace, ou je peux dire les valeurs maximales. Donc, c'est ça, en fait, la norme, okay? Ou bien le module, ou bien l'amplitude, si vous voulez. C'est quoi le déphasage entre UR et I? Le déphasage entre le courant ou entre la tension aux bornes de ma résistance et le courant qui traverse ma résistance. Le déphasage, c'est zéro. Okay? Parce que la résistance, l'impédance complexe de la résistance n'a pas de partie réactance. C'est juste une résistance. Donc, le déphasage, c'est zéro. Okay? Super. Donc, ça veut dire que si je représente vectoriellement U, R et I, ils sont alignés. Super. Donc, je fais de même pour UC. D'abord, je vais représenter UR. Comment je fais? Je vais prendre ça comme l'axe des X. Je vais le prendre comme étant I. Et ça, je vais le prendre comme l'axe des Y. Je vais prendre une autre couleur, bleu. Donc, si ça, c'est le vecteur I, le vecteur UR va être aligné à I. Donc, UR, vecteur, c'est R, I, vecteur. Ils sont purement alignés. Est-ce qu'on est d'accord? Super. Euh, OK. Bon, on va prendre les valeurs maximales, si vous voulez. Et les valeurs efficaces. Bon, on peut aussi prendre les valeurs efficaces. Hein. C'est la même chose. Maintenant, UC. UC, en norme, c'est 1 sur C oméga. Est-ce qu'on est d'accord? Super. Et c'est quoi le déphasage entre la tension UC et le courant I qui parcourt ma capacité? C'est moins pi sur 2.
Ici, on n'a pas de UL, mais si on avait UL, le vecteur, je vais le représenter en norme comme UL, qui est L oméga multiplié par I, et le déphasage entre U, L et I va être plus I sur 2. Super. Donc ici, on n'a pas UL, donc je l'écris juste pour votre gouvernement. OK. Donc, I étant dans ce sens-là, UC va être dans quel sens? UC est en retard. Donc, UC est comme ça. Ça, c'est le vecteur UC. Et la norme du vecteur UC, c'est 1 sur C oméga I. Mais cet angle-là, entre UC et I, c'est moins pi sur 2. OK? Ça veut dire que si UC moins phi I, c'est égal à moins pi sur 2. Donc, UC est en retard. Okay? Donc, c'est pour ça que je le dessine ici en bas. Donc, et ça, c'est 90 degrés. D'accord? OK. Maintenant, U, qui est mon U global, qui est la somme des deux vecteurs, c'est ça. Donc, on va dire que U vecteur va être UR vecteur plus UC vecteur. Okay? Donc, voici les trois vecteurs. Donc, j'ai le vecteur U qui est aligné avec I. J'ai le vecteur UC qui est comme ça, perpendiculaire à I et en retard, donc en bas. Et j'ai le vecteur U qui est la résultante des deux vecteurs. Okay? Très bien. Donc, je connais la norme de U, c'est RI. Je connais la norme de UC, c'est 1 sur C oméga I. Donc, je peux connaître la norme de U. Ça faisait un triangle rectangle. Très bien. En déduire l'expression de Z équivalent est l'expression du déphasage phi de U par rapport à I. Donc, je veux le déphasage entre U là par rapport à I. Donc, je veux cet angle-là. Le déphasage, il est donné par cet angle-là. Avant de parler du déphasage, on va d'abord calculer l'impédance équivalente réelle. Donc, comme on a dit, U vecteur, c'est UR vecteur plus UC vecteur. Donc, on va calculer la norme de U au carré. Ça va être la norme de UR au carré, la norme de UC au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. On est d'accord? Super. Donc, la norme de U au carré, ça va être la norme de UR au carré. Voilà la norme de UR au carré? RI au carré. I peut être les valeurs efficaces ou les valeurs max. Donc, ici, on va prendre tout en valeur efficace. U en valeur efficace, I en valeur efficace. Et c'est quoi la norme de UC au carré? La norme de UC au carré, c'est ça au carré. Donc, c'est 1 sur C oméga I, le tout au carré. Donc, ça, c'est égal à R au carré, plus 1 sur C oméga au carré, et le tout à la puce multiplié par I au carré. Donc, si je dis U au carré divisé par I au carré, ça va me donner la valeur Z équivalent. Donc, c'est-à-dire l'impédance réelle équivalente au carré. Et l'impédance réelle équivalente au carré, c'est R au carré plus 1 sur C oméga au carré. Donc, ça veut dire que l'impédance réelle, ok, je vais l'écrire en rouge, l'impédance équivalente réelle, Z équivalent, c'est juste R au carré plus 1 sur C oméga au carré. En utilisant, bon, on va prendre évidemment la valeur paracétale. OK?
Donc, c'est ça, Z équivalent réel. Très bien. Maintenant, c'est quoi phi? Phi, c'est le déphasage. Et le déphasage, je le veux entre U, entre ce vecteur-là, et I, qui est ce vecteur-là. Et il est négatif. Si on regarde l'angle orienté ici, c'est négatif. Donc, le déphasage entre U et I, il est négatif. Donc, je vais dire moins. OK, je connais ça. Le côté opposé, je connais le côté adjacent. Donc, ça va être tangente, arctangente ou tangente inverse, tangente moins 1 de UC sur UR. Côté opposé sur côté adjacent. Bon, j'ai pas beaucoup d'espace, mais je vais l'écrire ici. Le déphasage que je cherche, I, et le déphasage entre U et I, c'est moins arctangente. Well, UC, on sait que c'est quoi? 1 sur C oméga I. Et UR, c'est RI. Donc, c'est le même I. Donc, mon déphasage, c'est juste arctangente de moins arctangente de 1 sur RC oméga. C'est ça le déphasage I et U, pareil. Il est négatif, comme on le voit ici, il est négatif. OK? Et c'est ça. OK, super. Bon, on peut faire une application numérique. Je vous donne la valeur efficace U, c'est 5 volts. Je vous donne la fréquence, 10 000 Hz ou 10 kHz. Je vous donne la résistance 1 kΩ, 1000 ohms. Et je vous donne la capacité qui est de 10 nanofarads. Donc, si on met tout en système SI, c'est-à-dire International Unit, donc je peux calculer Z équivalent. Z équivalent, bon, où on applique cette formule-là. Évidemment, on met tout dans les systèmes internationaux. Les kilo-ohms, je les mets en ohms, les kilo-hertz, je les mets en R, les nanofarads, je les mets en farad. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que oméga, c'est 2 pi F. Donc, c'est 2 pi multiplié par 10 000 R. Donc, si on fait le calcul et on le fait bien, on a un Z équivalent qui est égal à combien? 1880 ohms. Donc, ça, c'est mon Z équivalent. 1880 ohms. On est d'accord? Très bien. Maintenant, c'est quoi I? Bon, on sait que par définition, I va être U divisé par Z équivalent. Donc, je connais U. U, c'est combien? 5 volts. Et Z équivalent, c'est 1880 ohms. Donc, ça me donne I. Comment je sais ça? On le sait déjà. On utilise juste ça. C'est-à-dire que U sur I, c'est Z équivalent. U étant la valeur efficace, 5 volts. Z équivalent, je viens de le calculer, 1880. Donc, je peux connaître I, la valeur efficace du courant. Donc, je fais ce calcul. Combien j'ai pour I? I, j'ai 2,6 ou 2,7 milliampères. Donc, je vais l'écrire ici. OK, ça devient un peu trop brouillon, mais bon, vous comprenez un peu. Donc, I va être 2,66 milliampères. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer phi? On peut calculer phi, oui. Donc, calculons phi. Phi, pour calculer phi, on va juste utiliser cette formule-là. Et l'équation de moins arc tangente 1 sur R, je connais R, c'est 1000 ohms. Je connais C, c'est 10 nanofarads, 10 puissance moins 8 farads. Et je connais oméga qui est 2 pi F, 2 pi fois 10 000.
et je calcule phi en degrés. Et phi U par rapport à I, si on fait le calcul, c'est moins combien? 57,86 degrés. Donc, c'est ça que j'ai. OK, pour le reste, UR et UC, on va les calculer après. Mais c'est juste pour pouvoir calculer Z équivalent, calculer I et calculer phi. Super. Quelle plage de valeur peut prendre le déphasage? Vous voyez que ici, mon déphasage ici peut prendre les valeurs entre moins pi sur 2 et 0. Parce qu'il est dans ce quadrant-là. OK? Donc, le déphasage pi appartient à moins pi sur 2, 0. Donc, moins 90 degrés à 0 degré. On est d'accord? Donc, les valeurs de mon déphasage peuvent être compris entre moins 90 degrés et jusqu'à 0 degré. OK. Donc, on va s'arrêter là et on va passer à l'utilisation des nombres complexes. Donc, on va utiliser les nombres complexes pour le même problème. Et vous allez vous rendre compte que, bon, après, c'est plus rapide en fait. Donc, vous voyez ici que j'ai ZC en série avec ZR. J'ai une capacité en série avec ZR, donc mon Z équivalent va juste être la somme. Ça, c'est l'impédance complexe. Ça va être ZR plus ZC. En d'autres termes, ZR, c'est R. Et ZC, c'est moins J sur 1 sur C oméga. Et c'est ça mon Z équivalent complexe. C'est quoi Z équivalent réel? C'est le module de Z équivalent complexe. Donc, le module de ça, c'est racine carrée de R au carré plus 1 sur C oméga au carré. Surprise, surprise, c'est le même résultat que la représentation de Fresnel. Donc, la représentation de Fresnel nous donne le même résultat que la représentation complexe. Très bien. Et c'est quoi la phase? La phase phi, c'est la phase de déphasage entre U et I, entre ce U-là et ce I-là. Donc, cette phase, c'est juste, on va dire, l'argument de Z équivalent. Comment on fait pour connaître cet argument-là? Well, cet argument, c'est tangente inverse, c'est-à-dire l'arc tangente de la partie imaginaire de Z équivalent sur la partie réelle de Z équivalent. Vous vous rappelez comment calculer un argument. Donc, c'est tangente inverse de moins 1 sur C oméga divisé par R, donc moins 1 sur R C oméga. Et ça, c'est moins tangente inverse accent de 1 sur R C oméga, comme ce qu'on avait déjà dit. Très bien. Donc, j'ai eu Z équivalent, l'impédance réelle équivalente, et j'ai eu l'argument qui est le déphasage. L'application numérique, avec les mêmes valeurs, Z équivalent, j'aurai 1880 ohms. Okay. Et le déphasage, c'est moins 57,86 degrés. Même résultat. Maintenant, si je veux UR, comment faire pour avoir UR? Il faut que je calcule I d'abord. Donc, je vais dire que cette impédance équivalente, c'est U divisé par I. Donc, I va être U, 5 volts, divisé par Z équivalent, qui est 1880. Et ça me donne 2,666 milliampères. 10 puissance moins 3 ampères. Donc, ça, c'est le courant I. Maintenant, connaissant le courant I, est-ce qu'on peut calculer UR? Évidemment, UR, ça va être RI, loi d'Ohm. Donc, ça va me faire 1000 ohms
multiplié par I, 2,6, 6,3 ampères. Donc, UR me donne 2,66 volts. Donc, c'est ça UR. Qu'en est-il de UC? Well, UC, si je veux le calculer, on sait que c'est 1 sur C oméga multiplié par I. Donc, 1 sur C, je connais C. Évidemment, je le mets en parade. Oméga, c'est 2 pi F. Je connais F, 10 000 volts, 10 000 R. Et je multiplie par I, qui est 2,6. Donc, je fais le calcul. J'ai UC. Donc, c'est combien? Je fais le calcul, je fais le calcul. J'ai UC qui est égal à 4,23. 4,23 volts. Maintenant, comparer U et UR plus UC. OK? U, c'est donné. C'est 5 volts. C'est U ici. 5 volts. UC, on a calculé, c'est 4,23 volts. Et UR, c'est 2,66 volts. UR UC nous donne combien? 6,90 volts. Et vous voyez que c'est différent de U qui est égal à 5 volts. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est des valeurs efficaces. Les valeurs efficaces sont des valeurs moyennes et les valeurs efficaces ne s'additionnent pas. Les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas. OK? Sauf cas particulier, évidemment. Sauf cas particulier, ça veut dire qu'il n'y a pas de déphasage entre les différentes tensions. Mais dès que j'ai un déphasage, je ne peux pas ajouter les normes. Je ne peux pas ajouter les amplitudes. OK? Donc, les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas. Donc, c'est ça qui explique qu'en valeur efficace, ça, c'est pas vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que les valeurs vectorielles s'ajoutent. UR plus UC est égal à U, mais je ne peux pas dire que UR plus UC est égal à U. Okay? Parce qu'avec les vecteurs, j'ai des angles, j'ai des phases. Donc ça, c'est différent. Les valeurs complexes aussi s'ajoutent évidemment. UR plus UC est égal à U. Très bien. J'espère que ça a été un bon exercice. On va passer au prochain. Donc, cet exercice aussi, il est très intéressant et on va le résoudre tout de suite. Il faut essayer de voir, comme ça bien se, on va bien s'exercer sur cet exercice-là. Donc, on lit l'exercice. Donc, pour cet exercice, on a un régime sinusoïdal, un circuit RL en série. Donc, vous voyez ici, on a une bobine réelle. Donc, on ne connaît pas l'inductance de la bobine, on ne connaît pas la résistance interne de la bobine. Donc, grand R, on ne connaît pas, L, on ne connaît pas. Par contre, on peut la brancher avec une résistance dont on connaît parfaitement la valeur. Donc, R, petit r, c'est 8 ohms. OK? Donc, ce couple LR, c'est ça le but. On veut les calculer. Donc, c'est ça la question finale. En déduire R et L. Donc, on va revenir à ça à la fin. Donc, je vous donne F de 50 R. Donc, c'est la fréquence de notre courant ou de notre tension à la maison, délivrée par la Sénélec. U, c'est 14 volts. U, c'est la valeur efficace totale. Donc, U, c'est tout, quoi. UB, la valeur efficace aux bornes de ma bobine, ici, c'est 8 volts. Et UR, c'est la valeur efficace aux bornes
de ma résistance, c'est 8 volts. Vous voyez que UB, les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas. UB plus UR, c'est 16 volts. Et vous voyez que c'est différent de U, qui est 14 volts. Pourquoi? Parce que les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas. Par contre, les valeurs instantanées s'ajoutent, les valeurs complexes s'ajoutent et les valeurs vectorielles s'ajoutent. Okay? Et ici, on va utiliser les valeurs vectorielles, c'est-à-dire la représentation vectorielle, construction de Fresnel. Donc, U, qui est la tension totale, est égale à n'importe quel temps, ça va être égal à UR plus UB. Okay? À n'importe quel moment. Mais ça ne veut pas dire que les valeurs efficaces vont s'ajouter, parce que les valeurs efficaces sont des valeurs moyennes. Si vous vous rappelez bien, en cours, on a défini les valeurs efficaces. Okay? Donc, je ne vais pas revenir, c'est des valeurs moyennes. Donc, elles ne s'ajoutent pas, sauf cas particulier. C'est un circuit purement résistif, par exemple. OK. Donc, ici, on va dire, puisqu'on va utiliser la construction de Fresnel, on peut dire U vecteur égale à UR vecteur plus UB vecteur. Et on va revenir à ça. Mais d'abord, calculons I. On veut I, qui est le courant efficace. OK. I, c'est le courant. Donc, c'est I petit r, le courant qui parcourt la résistance petit r, c'est I de la bobine, mais aussi c'est I grand R, parce que en série, c'est le même courant. Donc, I, c'est I petit r. On peut utiliser la loi d'Ohm, donc ça va être U petit r divisé par petit r. Donc, ça nous fait 8 volts divisé par 8 ohms, et I, c'est 1 ampère. 1 ampère. Donc, le courant efficace qui parcourt de ces structures en série, I est égal à 1 ampère. Très bien. Donc, maintenant, on va faire une construction de Fresnel. A, construire UR, UB et U. Bon, on va faire un petit rappel. Donc, puisqu'on a dit U vecteur, c'est UR vecteur plus UB. Mais vous vous rappelez ici UB, donc c'est U petit r. Maintenant, au lieu d'écrire UB, je vais décomposer UB en U grand R plus UL. Rappelez-vous que UB, c'est U grand R plus UL. Parce que la bobine réelle, c'est juste une résistance grand R en série avec une inductance pure, une self pure L. Très bien. Donc, on va construire. Avant de construire, je vais juste vous rappeler les vecteurs. Donc, on va commencer par U petit r. C'est quoi la norme de U petit r? C'est RI. Et c'est quoi la phase entre U petit r et I? C'est une résistance de déphasage entre le courant qui le parcourt et la tension aux bornes de la résistance, c'est zéro. Donc, c'est ça le vecteur UR. Il est où? Maintenant, le vecteur U grand R. Voilà. Pardon, ici c'est petit r. Okay? Donc, une petite erreur ici. Donc, parce que je parle de I petit r. Donc, ici c'est petit r. On est d'accord? OK. Donc, maintenant, U grand R, ça va être grand R I. Et le déphasage entre U grand R et I, c'est aussi zéro. Ça, c'est une résistance. Maintenant, UL, vecteur, ça comme ma valeur L oméga I. Et le déphasage entre UL et I, c'est combien à votre avis? On a déjà parlé, et puis sur 2. Très bien.
Donc maintenant, on va faire notre représentation de Fresnel. OK, j'ai besoin d'espace. Donc, je vais représenter ici l'axe des X, ici l'axe des Y. Donc ici, je vais prendre mon origine des phases comme étant I. Je vais le faire en bleu ou en rouge peut-être. Red. OK. Donc, je vais d'abord représenter UR. Et UR est aligné avec U. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Maintenant, U grand R, il est aussi aligné avec I. Je vais le faire en une autre couleur. On va dire le cyan. Donc, ça, c'est U grand R. Et enfin, je vais représenter UL. Et UL est comme ça. OK? Voilà. Parce que j'ai besoin de cet angle-là, 90 degrés. OK? Vous vous rappelez quand c'était UC, c'est en bas, 90 degrés, mais c'est en retard. Et là, on est en avance. UL est en avance sur I. OK? Donc, maintenant, c'est ça que j'appelle UB. OK, je vais le faire en autre couleur. Rouge, par exemple. Ou le rouge. C'est ça, UB. Donc, vous voyez que UB, c'est UR, U grand R, plus UL, qui est ce vecteur-là. OK. Maintenant, mon U, c'est quoi? La relation de salle. UR, vecteur, plus U grand R, plus UL. Donc, mon U, attends, je vais le représenter en vert, peut-être, ou en jaune. Donc, on va dire que ça, c'est U. Je sais pas si c'est très visible. Donc, ça, c'est U. Et vous voyez que U, vecteur, et U, petit r, vecteur, plus U grand R, et les deux sont alignés, plus UL, qui fait 90 degrés en l'axe de X. Est-ce que c'est bon? OK, c'est bon. Donc, on va reprendre notre stylo bleu. Donc, on a construit UR, qui est là, et on a construit UB, qui est là, qui vient des deux. Mais n'oubliez pas, je vous ai donné les valeurs efficaces. UR, c'est 8. Ça, c'est 8 volts. UB aussi, c'est 8 volts. OK? Mais connaissant UB et UR, est-ce qu'on connaît U, qui est cet angle, ce vecteur-là? On connaît la norme de U, c'est 14 volts. Donc, en réalité, j'ai un triangle UR qui est 8 volts. Puis, j'ai cet angle-là où j'ai UB qui est aussi 8 volts. Et après, j'ai ça qui est 14 volts. Donc, j'ai un triangle et je connais les trois longueurs. Donc, en réalité, on peut calculer cet angle-là. Phi. Et ce phi, je vais le faire en une autre couleur. Ce phi-là, c'est cet angle-là, phi. Et phi, c'est l'angle entre U, parce que c'est le vecteur U et I. Donc, je peux recalculer cet angle-là, phi, UI, connaissant la longueur des trois côtés de mon triangle. Bon, je vais utiliser ça. C'est le théorème d'Al-Kashi, le théorème de Pythagore généralisé. Donc, ça, c'est U, ça, c'est UB, et ça, c'est UR. Donc, je veux ça. Donc, je vais regarder
le côté opposé. Et j'utilise cette formule-là. Donc, je vais dire UB au carré est égal à UR au carré plus U au carré moins 2 fois UB, UR, cosinus de l'angle phi IU. OK. Donc, UB au carré, ça me fait 8 au carré. UR au carré, ça me fait 8 au carré. U au carré, ça me fait 14 au carré. Moins 2 fois UB, 8, UR, 8. Pardon. C'est UR. Ah, ici, c'est pas UB. C'est 2 fois. Je vais le faire avec ça. C'est 2 fois UUR, OK? 2 fois U. 2 fois UR qui est 2 fois 8. 2 fois multiplié par U qui est 14. Cosinus phi UI. Donc, ma seule inconnue, c'est phi UI. Donc, phi UI, en utilisant ça et en connaissant les différentes longueurs, me permet de calculer et j'ai combien? J'ai 29 degrés. Donc, cet angle-là, phi UI, c'est 29 degrés. Cet angle-là, c'est 29 degrés. Mais vous voyez que j'ai un triangle isocèle, donc 29 degrés ici, 29 degrés ici. Donc, cet angle, ça va être 180 moins 29 fois 2. Et cet angle-là, ça me fait 122 degrés. Donc, cet angle-là que je vois ici, c'est 180 moins 29 fois 2. Et ça me fait 122 degrés. 122 degrés. Donc, connaissant cet angle-là, je peux connaître... je peux connaître cet angle. C'est 180 moins 122 degrés. Donc, ça me fait combien? 58 degrés. Cet angle-là, c'est 58 degrés. Cet angle-là, ici, c'est 58 degrés. C'est 180 moins 122 degrés, ça me fait 58 degrés. Et que représente cet angle? Bon, cet angle, c'est entre, c'est phi UBI. Phi UBI, parce que ça, c'est UB. On est d'accord? Et ça, c'est I. Donc, phi UBI, ça me fait 58 degrés. Phi UI, ça me fait 29 degrés. Est-ce que c'est clair? OK, super. Donc, ça, c'est 29 degrés. Et ça, c'est 58 degrés. Ça, c'est juste par géométrie. Hein. OK? Mais c'est très important de comprendre ce qui se passe. Je vais le refaire. Ça, c'est 8. Ça, c'est 8. Et ça, c'est 14. On peut connaître cet angle-là en utilisant cette formule. Et on a trouvé 29 degrés. Sachant que c'est un triangle isocèle, donc ici aussi, c'est 29 degrés. Et ici, ça me fait 122 degrés. Donc ici, ça me fait 58 degrés. OK? Super. Et sachant que le 29 degrés, c'est entre I, ça c'est I, et ça c'est U. Donc c'est phi UI. Et le 58 degrés, c'est entre UB et I. Donc phi UBI, c'est 58 degrés. OK. On a déjà fait ça. À partir de UB, construire UR et UL. On a déjà fait ça. Parce que ce UB là, c'est UR plus UL. Ça c'est UL et ça c'est UB. On déduit R et L. C'est ça l'objectif principal. Bon, on va juste dire que cosinus phi UBI, qui est le cosinus
de 58 degrés. Donc, je veux le cosinus de cet angle-là. C'est ça divisé par ça. C'est côté adjacent, UB. Donc, c'est UB divisé par ça. Et ça, c'est U. Ça, c'est UR ici. Je fais une erreur ici. Et ça, c'est UR, ça, c'est UL et UB, il est là. Donc, ça va me faire UR divisé par UB. UR, c'est RI. UB, c'est 8 volts. Donc, je connais I. I, c'est combien? On l'a déjà calculé, c'est 1. Donc, ma seule inconnue, c'est R. Donc, R va être 8 cosinus 58 degrés divisé par I, qui est 1. Si vous faites le calcul, vous vous retrouvez avec combien? Si je ne me trompe pas, j'ai R qui est égal à 4,24 ohms. En gros, 8 cosinus 58 degrés. 8 cosinus 58 degrés. 4,24 ohms. En utilisant cosinus, OK? Faites attention, OK? Ici, c'est UR. J'ai fait une erreur. Ici, c'est UB et ici, c'est UR. Donc, cosinus, ça va être UR qui est RI divisé par UB et 8. Donc, je connais I, ma seule inconnue, c'est R. Donc, je peux utiliser aussi sinus 58. Le sinus de cet angle, ça va être UL divisé par UB. UB qui est égal à 8 volts. Maintenant, UL, c'est quoi? C'est L oméga I. Je connais I. I, c'est 1 ohm. Je connais oméga. Oméga, c'est 2 pi F. Donc, c'est 2 pi multiplié par 50. Et ma seule inconnue, c'est L. Donc, L va être égal à combien? 8 sinus 58 divisé par oméga I. Et 2 pi F multiplié par 1. Donc, tu fais le calcul et vous vous rendez compte que L, ça va être égal à 21,6 milliamps. Donc, c'est ça que j'ai en L. Donc, vous voyez, en fait, je peux construire une bobine dont je ne connais pas L et R. Je la mets en série avec R, égale à 8. Et avec la mesure des tensions efficaces, je peux déduire R et L. J'espère que c'est clair. Okay? On a déjà résolu ce problème en classe. Donc, c'est bon. Donc, on va s'arrêter là et je vais revenir plus tard avec les autres exercices. Et on va commencer par cet exercice-là. Allez, bon courage.